Gadieu en parle, épisode 3. On parle, Jérôme, aujourd'hui d'agriculture. Pourquoi? On en parle de plus en plus, entre autres la gestion de l'offre. On dit que tout coûte un peu plus cher, que les agriculteurs, justement, leurs produits coûtent plus cher. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On a parlé à qui aujourd'hui? Yves Laurencel, qui est président régional pour Capital National Côte-Nord, qui représente l'Union des producteurs agricoles. Puis également, on se souvient là, de ces manifestations en 2024. Donc, on est allé chercher certaines réponses à nos questions aujourd'hui. Avant d'aller dans les nombreux sujets chauds en agriculture, parle-nous un peu de ton parcours, toi, en tant qu'agriculteur. Bon, merci de l'invitation. Fait que, parcours comme agriculteur, moi, je suis né sur la ferme familiale. Né en 1972, là, 53 heureux printemps pour moi, puis encore en santé. Ça fait que ça, c'est agréable. Mais oui, je suis né sur la ferme familiale. Mais mon parcours n'a pas était. Moi, dans le fond de moi, depuis l'âge de 2-3 ans, que je dis, moi, je veux être agriculteur dans la vie. Mais, tu sais, c'était pas. Mon père était un forestier. Mon père était entrepreneur forestier. Fait que Puis la ferme était très modeste. C'était une ferme à l'époque que mon oncle avait. Là, puis on avait une laiterie. On est allé jusqu'en 1976 quand la pasteurisation est devenue obligatoire. Fait que c'était une ferme laitière de base. Puis tu voulais être agriculteur parce que tu voyais des gens dans ta famille Ouais. là-dedans, là. C'est ça, c'est ça. Fait que, mais c'était une ferme qui avait toujours été très modeste. Il fournissait le lait au village d'à côté, puis au village chez nous, puis c'était correct. Là. Puis là, la pasteurisation est arrivée obligatoire. Fait que là, mon oncle, lui, pas d'enfant, avait pas de relève officielle, il avait pas d'enfant. Fait que il a décidé de pas faire le pas. Fait qu'il a laissé aller le lait, le côté laitier, pour le côté bovin de boucherie. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Mon oncle a fait la transition, puis continuer de grandir là-dedans, mais là, c'était beaucoup plus difficile à l'époque. Là, la Côte-Nord, le climat n'était pas tout à fait là. Fait que moi, mes études ont fait en sorte, avec un père forestier, je me suis dirigé vers le génie forestier pour mes études. Là, on est allé faire le cégep, puis mes études en foresterie. Fait que... Mais j'avais toujours cette flamme d'agriculture-là. Tu sais, je revenais l'été, tu sais, c'était les foins, c'était les tracteurs, c'était les Ça te vaches. suivait, là. Ça me suivait. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Parce qu'on pense à l'agriculture, on pense à nourrir les gens directement. C'est ce que les agriculteurs vont dire. Mais à la base, qu'est-ce qui t'attirait dans ce milieu-là? Écoute, quand j'étais jeune, je te dirais que je pensais pas à nourrir les gens. C'était vraiment le contact de la nature. Moi, je me suis toujours émerveillé le printemps, là, quand tu sèmes, là, puis au bout de 8-10 jours, là, quand tu veux commencer à pointer là, ce que tu as semé, là, le grain, la luzerne, le trèfle, n'importe quoi, tu sais, ça m'excite. J'aime ça. Travailler avec les animaux. Moi, travailler avec les animaux, l'hiver d'un table, les veillages, tu sais, c'est dynamique. Il n'y a jamais rien de pareil. C'était tout ça qui m'animait. Ça m'a toujours animé. Mais là, j'étudiais en foresterie. Je n'étais vraiment pas parti pour l'agriculture. Puis j'avais une tante qui travaillait en Beauce. Fait que j'ai été faire un tour. C'était dans le temps, je crois, là, je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense que c'était la quatrième plus grosse ferme laitière au Québec. Il y avait une production porcine d'importance, une meunerie sur la ferme pour les besoins de la ferme. Plus, on avait parlé d'à peu près 500 vaches à l'époque là, avec leur On fait enfance. des classes, là. J'étais faire mes classes, puis là, vraiment, là, j'ai compris que la foresterie, même si j'étais diplômé, la foresterie, c'était pas pour moi, c'était l'agriculture. Fait que je me rappelle le matin du début août, en juillet, quand j'ai dit à mes parents que Avec quel âge, à peu près? j'avais 20 ans, là, j'avais fini l'école, puis j'ai annoncé pendant mes vacances, j'avais parlé de mon oncle que lui voulait laisser aller la ferme, il voulait abandonner, il était rendu à la retraite, puis... fait que de dire à mon père puis à ma mère, là, finalement, là, la foresterie, ce sera pas pour moi, ça va être l'agriculture. Je vous annonce que je rachète mon oncle. La réaction, ça a été quoi? C'est un gros saut, là. C'était un gros saut. À mon père, mon père a probablement été déçu. Là. OK. Lui, il m'en a jamais tenu rigueur. Il en a jamais tenu rigueur parce que lui, il a fait ce qu'il a vu, qu'il a aimé toute sa vie, il était contracteur forestier. Fait que il a dit, si tu penses que c'est ce que tu veux faire dans la vie, bonne chance puis bienvenue dans la pauvreté. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Parce que l'agriculture vient pas avec prospérité économique. Non, non, surtout en 93, c'est à Côte-Nord, là, quand tu dis qu'on commençait à semer aux alentours du 20 juin puis que les premières gelées arrivaient le 6-8 de septembre, là, la période végétative était très courte, là, ça prenait un peu de folie. Mais tu vois, aujourd'hui, 32 ans plus tard, on voit avec les changements climatiques, moi, c'est une région qui est gagnante.
Fait que nous, on a gagné 8 semaines de saison végétative. On fait 2 coupes. Ouais, Oui, 8 semaines. ah oui, on fait du 2 coupes. Bientôt, on va commencer le maïs en silage. Là, j'ai le village voisin de chez nous, là, que un autre producteur fait du maïs en silage pour les vaches. Fait que... T'as une ferme de bœuf? Ouais, moi, je suis resté en bovin de boucherie. On fait un peu de bleuets, puis des lots forestiers. Okay. On est diversifié dans 3 productions. Puis, ben, comme tout bon agriculteur dans le bœuf, ben, on fait de la neige l'hiver, puis on fait toutes sortes d'affaires. Fait que... C'est quoi être agriculteur au Québec en 2025? Parce que tu le dis, la saison n'est pas nécessairement longue, même si elle est plus longue qu'avant. Il faut faire d'autres choses l'hiver. C'est quoi être agriculteur aujourd'hui? Ben, premièrement, c'est d'être des gestionnaires d'entreprise. Ce n'est plus là, c'est plus vrai que l'agriculture. Être agriculteur aujourd'hui, là, c'est t'as pas moins d'instructions, tu es capable de mettre un X en bas de la ligne pour mettre ton nom, là, c'est correct, tu peux être agriculteur. Puis je pense pas que c'était ça avant non plus, mais c'était beaucoup de la subsistance avant. Avant, tu n'avais pas le choix. C'était de l'agriculture les régions de la côte, comme la Côte-Nord. Tu sais, quand tu avais une ferme des années 1800 à 1900, ben, c'était de l'agriculture de subsistance. Fait qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, aujourd'hui, on est des entrepreneurs agricoles qui sont là pour nourrir les Québécoises et les Québécois. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. Ça prend un minimum de connaissances, ça prend un minimum de... Je dis pas que faut peut-être tout le monde ait été à l'université. Là. Je pense qu'il y a des cours à polyvalent qui sont très, très bons, des DEP, il y a des cégeps, puis il y a des universités. Je pense que tout a sa place. Mais aujourd'hui, être un agriculteur, c'est être avant tout un gestionnaire d'entreprise agricole. Puis il y a beaucoup de passion aussi qui amène à... Ça, c'est la folie. Ouais. Ça, c'est la folie. Après ça, okay, c'est pas de la passion, c'est de la folie. C'est de la folie. Ouais. Moi, je pense que c'est de la folie. Là. Oui, c'est de la passion, mais à un moment donné, tu ne peux pas... Tu sais, moi, je regarde des histoires. Moi, j'ai quand même une pas pire histoire dans l'agriculture. J'ai pas trop raté mon coup, mais ça n'a pas toujours été facile. Puis j'avais le support d'une famille qui m'a beaucoup aidé. Mais je regarde des jeunes aujourd'hui, là, ça prend de la folie pour vouloir continuer de faire, puis partir une ferme. Moi, je regarde des jeunes de 18, 20, 22 ans là, qui vont se louer un 4 hectares, un 5 hectares, un 10 hectares, puis ils vont partir une petite production maraîchère, ils vont partir de quoi, là? Écoute, ça travaille des 20 heures par jour pendant 7, 8, 10 mois, puis 9 mois, puis c'est au bout, là. Puis une job en dehors pour réussir à ramener un revenu pour faire vivre la famille, parce que là, ils veulent continuer. C'est beaucoup de stress aussi, là. On le voyait là, dans certaines statistiques que les agriculteurs étaient touchés par des problématiques de santé mentale. C'est beaucoup de stress aussi. Puis tout ce stress-là, je te dirais qu'il pourrait être évité. Ça, ce stress, moi, je dirais que 80% de ce stress-là pourrait être évité si on avait des gouvernements qui avaient des visions pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce stress-là, il est causé par des gouvernements qui n'ont pas de vision. Quand tu es confronté... Tu sais, on va revenir à l'été 2023. Plus bel exemple. Été 2023, il y a plu tout l'été, des quantités de pluie phénoménales, des pertes de culture, des maladies d'agriculture qui s'est... Tu sais, je vais donner un exemple, là, la pourriture sur les racines des plantes fraises. Fait que là, c'est pas rien que l'année qui mouille, cette pourriture-là, elle est installée dans le sol, elle est dans les racines. Les répercussions. Les répercussions sur l'année d'après. Fait que là, c'est des labours de champs de fraises qui doivent être faits puis replantés. Fait que c'est des coûts. Le gouvernement a fait un programme. Mais le gouvernement, il a fait un programme en fonction de tes coûts de production de l'année. Faut qu'il soit plus élevé que tes coûts de production normales. Mais c'est parce que le producteur intelligent, là, sait qu'est-ce qu'il fait dans une année où il perd tout puis qu'il n'y a pas de culture. Il coupe les dépenses au maximum. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de revenus, il va couper ses dépenses. Bien, ton chiffre d'affaires se trouve à baisser parce que tu fais moins de dépenses, parce que tu veux économiser. Bien, le programme du gouvernement disait, bien, tu n'as pas dépensé, tu as fait moins de dépenses les autres années, je ne vais pas te compenser. Fait que le gouvernement annonce un programme Agri-Relance de 24 millions d'enveloppes pour aider les producteurs. Je pense que c'était 25 millions. Puis il y en a à peine 6 ou 7 millions qui ont été pris à l'heure qu'on se parle aujourd'hui. Parce qu'ils étaient tout simplement pas éligibles. Parce que les producteurs ne se classaient pas pour avoir accès à cet argent-là. Fait que moi, j'appelle ça des gouvernements de petit esprit, de petite vision. Quand tu parles des gouvernements, tu parles du gouvernement en place? Du gouvernement en place. C'était la même chose à l'époque sous les libéraux? C'était différent. On ne peut pas voir l'agriculture aujourd'hui comme elle était il y a 10 ans, comme elle était il y a 20 ans, comme elle était il y a 30 ans. L'agriculture évolue dans le temps. L'agriculture, elle change. On le voit, les changements climatiques nous amènent une région comme la mienne, la Côte-Nord, où on n'avait pas
période de saison végétative, que là, on est rendu qu'on fait 2 coupes de foin puis qu'on fait du maïs. Il y a 30 ans, on parlait pas de ça. Là. C'était une coupe de foin, puis tu avais de la misère à faire ton avoine à l'automne. Là. C'était à geler qui la faisait mûrir. Mais c'est bon que tu le dises, parce qu'il y a encore certaines personnes qui pensent que c'est pas vrai, là, Non, le changement écoute, climatique. Là. les- Mais vous le voyez, vous êtes sur le terrain. Ben, là, vous nous, on le constatez. voit, puis il n'y a pas d'agriculteur qui va te dire que les changements climatiques, c'est faux. Ouais. T'en vas dans Montérégie, on a de moins en moins d'eau, puis quand il en tombe, c'est des trompes d'eau qui brisent toutes. Tu t'en vas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pareil, c'est des périodes de sécheresse, il n'y a plus rien de régulier, de normal. Tout est en extrême. C'est de l'extrême chaleur, c'est de l'extrême sécheresse, c'est de l'extrême pluie, tout est... On parle du gouvernement. Des fois, quand ils agissent trop ou mettent trop de réglementation, les agriculteurs peuvent dire là, on a les mains liées. C'est Quand ça. on n'agit pas assez, on dit on va les laisser travailler. Le secteur de l'agriculture a quand même besoin d'une aide gouvernementale vu le climat au Québec, entre autres. Mais est où la ligne? Qu'est-ce que. Ouais. C'est où le problème, justement? Très bonne question. C'est vrai que le gouvernement ne nous laisse pas travailler. Moi, je vous dirais, là, présentement, là, on va prendre l'agriculture, là, c'est une roue de bicycle à pédale. Là. Puis là, on a 18 bâtons là, Un rayon. d'un rayon. Il y a 18 bâtons. Fait que c'est assez dur d'avancer là, quand tu as respecté là, le cours d'eau, la loi sur l'air, la loi sur les pesticides, la loi sur ci, la loi sur ça. On a 18 bâtons dans les roues. Puis là, on dirait que le plaisir des fonctionnaires, là, c'est de trouver le 19e pour être sûr que si t'en as un, sur les 18, il t'en reste 17, pour être sûr que tu n'aies encore 18. On dirait que c'est le plaisir du ministère. Puis nous, c'est ce qu'on réclame depuis quelques années, puis plusieurs années, on demande d'avoir un allègement réglementaire. Ce qu'on demande, ce n'est pas un permis de polluer. Ça, là, faut que tout le monde s'enlève ça dans la tête, là. Au Québec, moi, puis c'est prétentieux ce que je vais dire, là, mais je pense que la classe au Québec qui a fait le plus d'efforts en environnement pour l'amélioration de l'environnement, là, c'est l'agriculture. Parce que moi, je regarde les grandes usines, là, quand je jouais, pas Longhorn, mais La fonderie Horn. la fonderie Horn, là, que, oui, ils empoisonnent encore le monde, ils ont baissé. Mais non, on a fait des progrès. On a baissé de 2 Ils sont encore 400 fois plus élevés que de la norme, mais ils ont baissé de 2 Ils ont fait le devoir, puis on les laisse produire. Nous autres, c'est pas ça, là. Nous autres, on a l'environnement sur le dos. Si tu fais de quoi, c'est coercitif, là. Tu vas avoir des pénalités, puis tu vas payer une amende, puis tu vas arrêter de produire, tu vas perdre. Nous autres, on les a. Ça vous frustre pas de voir là, le fait qu'il y ait un... Il a l'air frustré un peu, là, je pense. Là. Non, ben, c'est pas. Oui, ça frustre, Ouais. mais c'est ça, c'est notre réalité. Fait qu'on vit avec. Puis nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est laissez-nous travailler. Arrêtez de nous en mettre. On va continuer de protéger la biodiversité. On va continuer de protéger l'eau. On va continuer de protéger les sols. Mais s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles un peu. Laissez-nous travailler, puis arrêtez de nous enterrer sous une panoplie de paperasse. Ça, c'est la première chose. Puis de l'autre côté, ce qu'on lui dit, c'est que oui, on le sait qu'il y a des changements climatiques. Nous, on en est conscients. Mettez-nous des programmes que quand on va avoir un revers de quoi que ce soit, une crise de tout se noie parce qu'il y a trop d'eau, une sécheresse, rien qui pousse comme on a vu. Ben c'est ça. Il y a 2 ans, en Abitibi, les producteurs, tout a brûlé parce qu'il n'y avait pas d'eau. Eux autres, ils n'ont pas été capables de faire de deuxième coupe. Ils ont été bien cru de faire la première, puis ils ont trouvé d'acheter du foin. En même temps, le sud du Québec se noyait, puis il y avait trop d'eau, puis on a eu les 2 extrêmes. Bien, il a fallu se battre avec le gouvernement pour réussir à faire avoir des programmes. Puis comme je vous disais tantôt, le programme n'a même pas répondu. L'Abitibi, ils en ont eu un peu parce qu'ils ont réussi avec la SREC, foin, ils ont réussi à le chercher, je dirais 80% de leurs besoins. Mais les producteurs maraîchers, eux autres, Il est où le problème? Les décisions se prennent de façon trop déconnectée par rapport à la réalité, visiblement à t'entendre, mais c'est qu'ils ne sont pas assez sur le terrain, c'est qu'il y a un manque de communication, parce que c'est un secteur névralgique là, au Québec. Moi, je pense que le problème, il est que, premièrement, on a un ministre qui ne veut pas nous défendre, puis on a un premier ministre qui se fout de nous. Moi, quand je jouais le premier ministre qui était annoncé Norvolt avec le flop qu'ils viennent de faire, moi, quand il me dit, là, il est bon au bâton, il a une bonne moyenne au bâton, moi, je sais pas pour qui joue, là, puis comment il calcule sa moyenne, moi, sa moyenne n'est pas forte, là. Norvolt, Lyon, Taïga, motoneige Taïga électrique. Écoute, ce n'est que la SAC. Juste qu'ils ont mis le fiasco de la SAC, là, qui nous donne 500 millions. Je vois qu'en agriculture, il va s'en développer des choses, puis on va consolider des choses avec 500 millions. Mais ça, ils ne voient pas ça. Fait que, moi, je pense que c'est ça. C'est un ministre qui ne tente pas de se battre pour nous autres. Puis, on a un premier ministre qui se fout de nous autres. Puis, c'est drôle, on entend parler que tout...
sais, il veut changer, il veut faire des remaniements ministériels. Puis nous, ce qu'on entend à travers les branches, c'est que M. Lamontagne resterait là encore pour finir son mandat. Puis là, il a dit, le premier ministre a dit lui-même que là, il va rencontrer son cabinet la semaine prochaine. Puis il veut savoir ceux qui n'ont pas l'intention de se représenter. Parce qu'il veut donner la chance à des députés qui veulent représenter la CAQ dans un an, mais de peut-être ramasser un portefeuille puis aller se faire valoir dans leur région pour tenter de se faire élire. M. Lamontagne, on le sait, c'est annoncé, il ne se représente pas. On le sait, ça fait 3 ans qu'on sait qu'il ne se représente pas l'année prochaine. Mais s'il reste en place, là, ça veut dire que moi, ce que je dis de ça, si M. Lamontagne il reste ministre de l'Agriculture encore pour un an, ça veut dire que M. Legault, comme premier ministre, se fout carrément de l'agriculture au Québec. Il ne veut pas avoir quelqu'un d'une autre région qui tenterait de venir redynamiser le secteur agricole pour dire, bien, écoutez, les agriculteurs du Québec, là, croyez en nous, la CAQ, là, c'est nous autres, votre option, c'est pas les libéraux, c'est pas le PQ. Fait que s'il garde M. Lamontagne, ça veut dire que pour lui, 25 000 producteurs, ça n'a pas d'importance pour lui pour une élection future. Je veux revenir en 2024. Il faut mettre en contexte. Il y a eu de nombreuses manifestations d'agriculteurs au Québec dans plusieurs régions, dont Charlevoix. Je l'ai couvert comme journaliste à l'époque. Évidemment, on s'était parlé aussi. Une des choses que vous aviez déploré à l'époque, c'est que dans le budget de, je pense, 2024, on voyait même une baisse, du moins... 0,89 % du budget québécois est pour l'agriculture. En 2025... 0,89. Même pas 1%. En 2025, on en est où après ces manifestations-là? Je pense qu'on est pire. Je pense qu'on est pire. Ils n'ont rien compris. Ils sont venus nous annoncer 2 millions à la maison de l'UPA le 5 juin 24. Sur les 200 millions, il y avait un 32 millions qui avait déjà été sorti en mars. Ça veut dire que il l'a remis pour faire un beau gros chiffre, là, mais il avait déjà été décaissé 32 millions sur un programme. Puis après ça, il en a donné à peu près pour, je te dirais, 80 millions. Il reste encore 100 millions d'argent annoncé qui n'a pas été livré encore. Ça fait 1 an et 2 mois. Là. Puis il y a rien, il manque encore là-dessus 100 millions qui ne nous a pas été transférés. Puis avec ça, il nous a parlé d'une politique bioalimentaire. Là, le monsieur de Lamontagne nous avait dit qu'il revoyait la politique bioalimentaire pour les 10 prochaines années. Puis là, il allait faire une consultation monstre dans le Québec. Puis là, il allait venir voir les régions. Puis il allait nous consulter. Moi, j'ai appris en février qu'il y avait une rencontre. Puis on est 5 présidents de fédérations de régions périphériques. Là. Il y a Capitale-Nationale Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis Abitibi-Témiscamingue. Puis moi, je vous dirais qu'il y en a 5,5 parce que Outaouais-Laurentides, ben en Outaouais, toute la question de la région du Pontiac en haut, le Papineau, tout ça, c'est loin. Moi, je considère ça comme une région éloignée. Ça s'en va vers l'Abitibi. Fait qu'eux autres devraient être aussi faire partie. Moi, M. Lamontagne, il m'aime, qu'il m'aime pas, là. Ça peut arriver qu'il m'aime pas. Moi aussi, il y a du monde que j'aime, du monde que j'aime pas. Mais quand tu es ministre de l'Agriculture, tu te dois de rencontrer les représentants de ces régions-là. Ben moi, je vous le dis, là, on est 5 présidents de fédérations de régions périphériques, puis on n'a pas été consultés ni un ni l'autre. Il a fait une politique bioalimentaire en consultant quelques grands groupes. Les producteurs de porc, les producteurs de bœuf, les producteurs de grains, il y avait les producteurs de lait, bien sûr, du lait de la grandeur, mais c'est plus que ça, l'agriculture des régions. C'était plus que ça, la crise qu'on a vécue, puis pourquoi qu'on a sorti, là, c'était plus que 4 groupes. Là. C'était tous les maraîchers, c'était les petits maraîchers, c'était la relève agricole, il y en a plein de productions, puis les apiculteurs, mais il ne nous a pas consultés pour avoir nos enjeux. Il s'est fié encore une fois. Il a fait une consultation qui regroupe le centre du Québec, la Montérégie, la Naudière, peut-être la Beauce un peu. Là. Il a fait une consultation là-dedans, là, puis il va leur ça à large, puis il va dire, mais arrangez-vous avec ça, voici votre politique bioalimentaire pour les 10 prochaines années. Puis là, ben, la politique, elle ne nous a pas consultés, puis ils vont faire le programme en fonction des lignes directrices de la politique bioalimentaire. Fait qu'il va encore passer à côté des régions périphériques. Je comprends que pour toi, c'est frustrant cette situation-là, mais pour le consommateur, la personne qui s'écoute à la maison, qui se dit, je comprends, mais moi, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je fais mon épicerie, puis je remarque pas de différence. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour le consommateur sans qu'on s'en rende compte sur la provenance des aliments, sur les prix? Le consommateur, il verra jamais la différence. Parce qu'on n'est pas capable de faire de la vente directe. Assez. Tu sais, je vais donner un exemple, le lait.
le lait, le fromage, le bœuf, le porc que tu achètes, ça passe tout par les grandes chaînes. Puis là, cette fois-là, c'est pas de la faute de la CAQ. C'est la machine qui est comme ça. On a perdu nos abattoirs de région. On a perdu nos petites laiteries de région. Pour quelle raison? Il y a... La centralisation un peu? Ouais, oui, beaucoup de centralisation. Justement les régions. Parce que moi, je vais vous donner un bel exemple. La plus belle exemple, là, moi, là, je suis producteur agricole, mais j'en fais d'épicerie aussi, là. Moi, quand je vais à l'épicerie puis je vois le bœuf, là, le prix que moi je le vends, mon bœuf, là, puis le prix que le consommateur le paye, là, ça n'a aucun sens. Il faudrait que le consommateur qui nous écoute aujourd'hui à la maison, là, il commence à faire des pressions avec nous autres, puis dire là, c'est bien de valeur, gouvernement, là, mais tu vas nous remettre des abattoirs de proximité dans les régions du Québec. Parce que du fait qu'il n'y en ait plus, les prix en épicerie augmentent. Ben oui, parce que tout est contrôlé. Moi, mon cochon, là, j'en élève pas de cochon chez nous. Moi, je m'en vais chez j'ai un petit abattoir qui reste d'un plan B, qu'on appelait à l'époque un abattoir de proximité, là, dans Charlevoix, là, la famille P.H. Dufault. Moi, je m'en vais là, puis c'est un abattoir non inspecté, mais c'est un abattoir sous les normes provinciales, là. C'est juste qu'il n'y a pas de vétérinaire qui inspecte, c'est lui qui doit garantir la qualité de sa viande. Puis lui, le P.H. Dufault, s'il veut continuer de survivre, là, il peut pas me passer de cochonnerie. Lui, il fait en sorte. Mais moi, là, je pars, je m'achète un cochon chez eux complet, puis je le mets dans mon congélateur. Mais moi, mon cochon, là, il me coûte 2,5 piastres de la livre, mettons, emballé sous vide. Que ce soit la belle pièce, ou le steak haché, ou le bacon, tout me revient à 2,5 piastres de la livre. Faut que le consommateur, faut revenir à ce que nos parents et nos grands-parents faisaient. Il faut revenir à la base. Oui, peut-être que tu restes d'un 3,5, tu n'as pas de place pour mettre 2 congélateurs. Je le comprends, puis ça prend des épiceries pour ce monde-là. Mais les familles qui ont des belles maisons, là, ça vaut la peine de partir en région, de te trouver un abattoir de région, d'acheter ton cochon chez l'agriculteur X, le faire amener à l'abattoir Y, puis repartir aller chercher tes caisses de viande, puis stocker ta viande, recommencer à ce qu'on faisait anciennement. Parce qu'à long terme, là, on regarde dans 10-15 ans, si le modèle reste le même, là, le gouvernement sous-investit même pas 1% de son budget par année, il y a de moins en moins de fermes qui vivent au Québec, des fermes familiales. On néglige les régions là-dedans. S'il y a les fermes régionales qui ferment, il n'y aura pas d'impact qui va apparaître. On s'en va où? Parce que les fermes ne pourront pas continuer à vivre. Ça, c'est clair à long terme. Si le modèle reste comme il est là, qu'un gouvernement qui n'a pas plus de vision que ça pour l'agriculture, il ne restera pas 50% des agriculteurs qu'on est aujourd'hui. Puis on va appartenir à des multinationales. Les fermes vont appartenir à des multinationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y en a qui vont dire hey, lui, il est conspirationniste. C'est quoi le risque? Ouais, parce que c'est ça. Mais je ne suis pas conspirationniste. C'est que la journée que tu vas appartenir à une multinationale, ils vont aller jusqu'à ça va payer. Parce qu'une multinationale, ça parle à des actionnaire avec des rendements. Si toi, tu es capable de donner 50 cents là, pour la livre de steak haché, puis l'autre est capable d'en donner 75, là, mais il va aller à 75. Lui, il ne regardera pas s'il nourrit le Québec, ou s'il nourrit le Canada, ou s'il nourrit les États-Unis. Lui, il va nourrir un portefeuille. La journée que tu vas appartenir à une multinationale, tu vas mettre ta dépendance alimentaire en jeu. Tu vas dépendre de quelqu'un d'autre. Puis la plus belle exemple, là, pendant la pandémie, on a eu besoin de masques N95. N95. Puis nos alliés à l'époque, parce qu'on n'avait pas la guerre qu'on vit aujourd'hui, là, mais c'était M. Trump pareil, mais c'était Trump 1.0, puis là, c'est Trump 2.0. Là. Ils refusaient, ils ont trouvé de négocier, ils refusaient de nous envoyer des masques. Ils avaient dit à la compagnie de masques de ne pas en envoyer au Canada, qu'ils gardaient toutes les États-Unis. Puis ça, c'était un des masques pour une crise qu'on ne connaissait pas. Imagine-toi la journée qu'il va y avoir une famine aux États-Unis, puis qu'on va dépendre de recevoir du lait ou des œufs ou du bœuf aux États-Unis, il va nourrir le Canada avant de nourrir son peuple. C'est-tu hypothétique comme scénario ou tu le vois déjà que ça s'en vient, que c'est déjà depuis quelques années, il y a des fermes qui ont été achetées? C'est-tu un risque réel? Ben, nous autres, ce qui nous sauve, c'est que dans les 4 principales productions, les œufs, la volaille, le lait, puis le dindon, c'est que c'est protégé par la gestion de l'offre. Fait qu'on produit... Pour le moment, on produit ce qu'on consomme. Fait que le consommateur, qui est le moindrement allumé, la personne qui est moindrement allumée va dire c'est important de protéger la gestion de l'offre. Ça garantit une stabilité de production en fonction de la consommation du Canada, donc de chacune des provinces en fonction de ce qu'elle consomme. Fait que ça nous garantit un volume pour nous nourrir. Ça ne sous-produit pas.
Ça surproduit pas non plus, mais ça sous-produit pas. Ça produit le volume que tu as de besoin. Il n'y a pas une journée que tu en jettes puis le lendemain, tu en manques. C'est régularisé. Fait que ça vient garantir ça, la première des choses. La deuxième, ça vient de garantir que c'est fait en protection de l'environnement, avec des normes de salubrité, parce qu'il y a encore une fois, je parle des États-Unis. Les producteurs de lait aux États-Unis, ils utilisent encore la somatotropine, une hormone pour booster les vaches, pour qu'elles donnent plus de lait. Au Canada, ça doit faire 10 ans, 15 ans que tu n'as plus le droit d'utiliser ça. Je ne sais pas combien de temps, là, mais on ne parle plus de ça, ça fait des années. Troisième des choses, ça garantit aux consommateurs un prix juste et équitable en fonction du coût de production. Quand le coût de production augmente, oui, le lait augmente un peu, mais les consommateurs, ils n'en parlent pas, mais cette année, le producteur, il a perdu 5 cents le litre, l'hectolitre, il a perdu 5 cents le litre sur sa production de lait, parce que le coût de production a baissé. Les valeurs des intrants, tout ça avait baissé, fait que le coût de production a baissé un peu, fait que le producteur a reçu moins pour son litre de lait. Nous autres, là, le producteur, il ne reçoit pas, c'est pas le litre, il coûte tant, ça coûte tant à produire, oh oui, on charge, là. C'est régularisé à toutes les années. Dans la volaille, c'est pareil, la volaille, c'est pire. Le prix du poulet est calculé à chaque période. Il y a 7 périodes dans l'année, puis le prix est revu 7 fois dans l'année. Fait quand, entre autres, là, on entend M. Charlebois dire « Ah, vous jetez du lait, puis il y a du lait qui est gaspillé toute l'année. » On voit des images, souvent c'est vrai, on voit qu'il y a du lait qui est jeté. Le consommateur, le citoyen qui regarde ça se dit, ben là, Ça va on prendre jette du lait. des cas extrêmes. Puis ça arrive des cas extrêmes, la perfection n'est pas dans rien. Il y a une tempête de neige, les camions sont pas capables de ramasser. Il y a une usine qui... Puis là, le gars, faut qu'il sorte son lait parce qu'il n'y a pas le choix, là. Les bowl tanks sont faits en fonction de 4 traites. 4 traites et demie, là. Tu sais, le gars, il n'y a pas un bowl tank 3 fois la capacité pour... Parce qu'il faut que tu le refroidisses, puis tu sais, tout est calculé, là. Mais si le truc ne peut pas passer à cause d'une tempête de neige, là, c'est de valeur, ben oui. C'est des exceptions. Des abattoirs de poulet, ça a arrivé, on le sait, vous en avez entendu parler comme tout le monde, ça a fait des nouvelles, il s'est euthanasié du poulet. On n'a pas fait... Mais oui, il s'est euthanasié du poulet. Pas parce qu'il y avait trop de poulet sur le marché. Il y avait une crise, il n'y avait pas de travailleurs dans l'usine, puis il y a du poulet qui a resté. Fait qu'ils ont trouvé d'euthanasie du poulet. Il n'y a pas un producteur qui produit pour le jeter. Ouais. Puis il n'y a pas une usine qui t'achète ton produit pour l'euthanasier, pour le mettre dans ses pertes. Oubliez ça. C'est le côté sombre un peu de la gestion de l'offre, c'est le côté un peu plus négatif. Ben non, parce que ça peut... Tu vois pas ça comme ça? Parce que Arthabasca, il y a le partiel. Oui. Bientôt, il va être appelé aux urnes, les électeurs. Puis Éric Duhem, justement, en parle de la gestion de l'offre. Pour lui, là, moins de gouvernement possible. On met ça à terre, la gestion de l'offre. Il y a des gens qui commencent à en parler. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on dirait que ça revient de plus en plus avec le principe de tout coûte plus cher. Là, on enlève le gouvernement d'un peu de tout. Comme agriculteur, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que non. À long terme, peut-être qu'à court terme, on va être gagnant sur les prix. La pire erreur qui pourrait se faire présentement, la pire erreur pour la pérennité de l'agriculture du Québec et du Canada, c'est d'enlever la gestion de l'offre. Parce que la gestion de l'offre, ça vient stabiliser la production. Ça vient stabiliser la production puis le prix des aliments. Je vous le dis, faites le test. Le lait, ça ne varie pas de prix, ça n'a pas de swing. Le lait, c'est... Oui, vous entendez aux nouvelles, il y aura une augmentation de 3,8 cents le litre. C'est annoncé, c'est ça. Puis c'est ça, ça reste là. Ça ne bouge pas. Le poulet, comme je vous dis, aux 7 semaines, il va jouer. Quelques cents en montant, quelques cents en descendant. Parce que c'est en fonction de la demande puis de la production qu'il y a de disponible. Les œufs, c'est la même chose. Les œufs, là, c'est assez stable. Là. Ça joue entre 4 piastres, 6 piastres, 4 piastres, 6 piastres, tout dépendant de ce que tu veux. Là. Tu veux un œuf bio? Tu sais, il n'y a pas de swing. Mais dans le bœuf, avez-vous vu l'augmentation du bœuf? Moi, j'en suis un producteur de bœuf. Je suis scandalisé de voir le prix de la viande hachée présentement au magasin. Parce que justement, le bœuf, il y a une rareté. Le cheptel de Bouvillon des États-Unis n'a jamais été aussi bas de toute son histoire. Les Américains, c'est des gros mangeurs de viande. Fait qu'ils en veulent de la viande. C'est pas toi qui en as le plus dans les poches à la fin de la journée par rapport Moi, j'en ai un petit peu plus, par contre. Okay. Moi, j'en ai un petit peu plus. La cote est plus grande ou il faut courir des coûts plus élevés? Les coûts, ils montent à toutes les années, les coûts. Mais sauf que là, on sort la tête de l'eau. Moi, ça fait 32 ans que je suis producteur de bouvillon, de bœuf, de veau d'embauche.
Puis nous, on se paye, ben, tout le monde en parle, l'ASRA, la fameuse ASRA, l'assurance de stabilité du revenu agricole. Ça vient nous garantir un coût de production. Moi, en 32 ans, là, j'ai reçu de l'ASRA 30 ans de temps. 2 fois dans mon histoire, dans 32 ans, que j'ai pas eu du chèque d'ASRA. En 2008, le bœuf s'était vendu extrêmement cher parce qu'il y avait une rareté, puis il n'y avait pas de possibilité d'en avoir de nulle part, fait que le bœuf appartient un peu, mais ça s'est stabilisé assez vite. Puis cette année, il n'y aura pas d'ASRA. On ne reçoira pas parce que notre prix de vente couvre nos coûts de production avec notre profit. C'est quand même très technique, là. C'est pas la première fois qu'on en parle. C'est qu'à chaque fois, je te pose la question, puis j'ai l'impression que c'est pas, même entre agriculteurs, vous en débattez. Là, pour vous, la gestion de l'offre, c'est clair, il faut que ça reste. C'est important pour la vitalité économique des agriculteurs, des petits agriculteurs au Québec. Mais quand on parle de solutions concrètes, il y en a, tu peux m'en nommer 4, 5, 6, 7, mais j'ai l'impression que c'est plein de petites choses, là. Mais il n'y a pas une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle en agriculture. Il n'y en a pas. Des solutions. Il va falloir qu'on repasse au peigne fin, toutes les mesures. Puis mais ce qui est à jour, ce qui n'est pas à jour. Hein? Mais il n'y a pas de solution miracle. Mais je te dirais que moi, il y a 32 ans, avec 80 vaches à bœuf, j'étais plus riche qu'aujourd'hui avec 250 vaches à bœuf. Avec 80 vaches à bœuf en 93, quand j'ai acheté, je me sortais un salaire de 425-450 piastres clair par semaine. Il me restait ça. On payait le diesel 25 cents le litre. L'électricité coûtait à peu près rien. Tu voulais bâtir... Écoute, tu t'achetais un camion, tu t'achetais un pick-up, tu payais ça 15 000 piastres. C'est une réalité économique. Un tracteur, j'ai acheté mon premier tracteur neuf en 97, un 100 force. Tu vas me dire que c'est un Bélarus, c'est un tracteur d'importation russe, mais quand même, je l'avais payé 25 000. Un 100 force avec cabine, loader. Aujourd'hui, un petit tracteur c'est trop petit pour moi. Là, mettons un beau tracteur neuf, là, 65, 70 forces, là, c'est rendu 125 000. Mais pourquoi il t'en reste moins? Parce que justement, la gestion de l'offre. Tout coûte trop cher. Okay. Tout a explosé. Le diesel est rendu une pièce et 25, une pièce et 30 le litre. Les pièces, ça a triplé. Les machineries ont quadruplé. Tout coûte plus cher. Ça finit qu'au bout de la ligne, il ne te reste rien. Il ne te reste plus rien. Si tu as cumulé des dettes, puis tu n'as pas capitalisé par le passé sur ton équipement, sur tes machines, sur tes terres, l'endettement aujourd'hui te rattrape. L'endettement est trop... tu sais, les terres... Moi, je suis à Côte-Nord. On n'a pas vécu ça encore, mais dans la région de Québec, la région de Port-Neuf, les terres ont doublé, triplé. Mais le revenu ne change pas. La gestion de l'offre, ce qu'elle fait, c'est que, pour un producteur de lait, le coût d'achat des terres rentre dans le calcul. Fait que si vraiment les terres ont trop une grosse swing, c'est une barrière énorme, là, c'est la principale. Ça va monter. Ça, c'est une des mesures que tu m'as parlé aussi avant l'entrevue. C'est quelque chose que le gouvernement va devoir s'attaquer. Peu importe la couleur du parti, ça va prendre un gouvernement qui va dire, demain matin, là, qui va dire, nous autres, c'est bien de valeur, mais les terres agricoles au Québec, c'est fini, c'est gelé à tout jamais. Ça ne peut plus faire autre chose que servir à nourrir les Québécois et les Québécois. La journée que tu vas faire ça, tu vas t'enlever tous les spéculateurs qui ont de l'argent parce que moi, là, nous autres, on parle souvent de valeur agronomique. Une terre, là, ça a une valeur économique, mais ça a une valeur agronomique. Tu achètes une terre ici, là, dans Port-Neuf, là, au bord de Port-Neuf, là, tu feras pas 14 tonnes de maïs à l'hectare. Tu vas en faire 7, tu vas en faire 8. Je ne sais pas combien ils sont rendus dans Port-Neuf et le maïs, là, au juste, là, mais tu ne feras pas 14 tonnes. Tu t'en vas à Montérégie, ils sont à 14 tonnes, puis des fois, ils sont peut-être bien rendus à 15 tonnes à l'hectare. Ça a une valeur agronomique. Fait que tu ne peux pas payer une terre 35 000 piastres de l'hectare dans Port-Neuf, comme tu payes 35 000 l'hectare à Montérégie. Tu sais, la valeur agronomique, elle ne suit pas. Mais pourquoi c'est rendu ça? C'est l'offre de terre qui est trop faible par rapport à la demande? La demande, elle vient d'où? Actuellement? C'est parce que là, toutes les villes s'agrandissent. Ouais. Puis là, les spéculateurs font... premièrement, avant les spéculateurs, on va commencer le ministère des Transports, qui veulent passer des routes, faire des sorties, puis ils passent dans les terres agricoles.
Les villes qui veulent des parcs industriels, qui veulent des développements résidentiels, ils les font où? Ces terres agricoles sont prêtes, c'est planches, c'est déboisé, on fait une rue, puis bing bang, on plante des maisons. Si on va là, c'est parce qu'elles sont prêtes. Ben oui, Ok. ça ne lui coûte rien. Ça fait partie du paysage, comme des régions comme Charlevoix, nos terres agricoles. Je sais pas, c'est une de nos forces, d'une certaine façon, parce que c'est magnifique aussi. Là. Oui, mais les villes, ils ne voient pas ça. Puis le gouvernement, il ne voit pas ça. Là, après ça, là, tu as le spéculateur. Lui, le spéculateur, ce qu'il se dit, là, à cette heure dans les villes, là, sur un hectare, là, c'est 100 mètres par 100 mètres. Fait que moi, je vais parler en pieds, c'est 330 pieds par 330 pieds. Puis planter une maison en ville, là, ça te prend 620 pieds carrés, là, avec les services à Caduc-Égout, tu peux planter une maison en ville, là, comme il faut. Fait que 600 pieds par 600 pieds, là, t'en plantes des maisons d'un hectare. Là, 600 pieds carrés, je veux dire, c'est pas 600 pieds par 600 pieds. 600 pieds carrés, là, c'est peut-être... c'est peut-être 60 par... C'est une... Bon, je suis pas fort en maths. Hein. Non, Je vais aller là-dessus, là, mais- peut-être 60-80, là. Ouais. T'en fais des maisons. Fait Ouais, qu'eux autres, là-dessus. puis ils vendent les terrains 125 000. Fait qu'il y a peut-être 8 terrains de maison sur l'hectare. Ouais. Ça fait que si tu vends le terrain 100 000, c'est 800 000. Nous autres, là, on ne tirera jamais 800 000 d'un hectare de terre. Fait qu'on peut pas se battre contre eux autres. Fait que le spéculateur, il fait quoi? Il achète les terres agricoles autour des villes. Ils les achètent aux agriculteurs Oui. qui jugent que justement, pour eux, ils feront jamais cet argent-là, donc Non. on va le vendre. Parce que bien souvent, ils n'ont pas de relève. Ouais. Pas de relais. Puis là, le voisin vient le voir. Puis là, le voisin voudrait l'acheter. Mais spéculateur, il offre peut-être bien 100 000 pour son hectare. Le cultivateur n'est pas capable d'y en donner plus que 20. Parce que le problème que je vois, puis oui, le gouvernement, si on intervient, justement, il faut des lois, mais il y a plusieurs personnes qui se disent le libre marché, c'est ça, puis c'est bien beau l'intervention du gouvernement. Comment le gouvernement pourrait faire pour intervenir là-dedans si l'agriculteur décide de dire, moi, En j'en gelant. ai pas? En gelant. Qui gèle. Tu as une terre agricole, tu veux la vendre, vends-la, fine. Mais elle ne pourra jamais faire, jusqu'à 1000 ans, dans 1000 ans, elle ne pourra jamais ne faire autre chose que de cultiver puis produire du foin ou de la nourriture pour les Québécois et les Québécois. Puis ça, là, M. Lamontagne, là-dessus, je lève pas souvent mon chapeau, mais je lève mon chapeau là-dessus. Puis le plus bel exemple est ici, juste à côté de nous autres, juste l'autre bord de nous autres, les terres des Sœurs de la Charité. Oui. Ouais. 200 hectares. Il faire le des gouvernement- condos, là-dessus. Ouais, c'était avec M. Lamour. Ouais. Il voulait faire des condos. M. Lamontagne a dit que le gouvernement du Québec, nous autres, on veut geler ça, on veut que ça soit pérennisé pour l'agriculture, on veut que ça serve à nourrir les Québécois et les Québécois. Fait qu'ils ont acheté, Ils peuvent le faire, là. C'est une question de volonté, selon toi. Là. ils peuvent le faire, c'est rien que parce qu'ils n'ont pas la volonté. Moi, ça fait longtemps que je le dis, on va régler 80 du problème de la valeur des terres. Après ça, on chicanera entre agriculteurs. Mais à un moment donné, entre agriculteurs, on va avoir des limites, nous autres. Ce que les autres n'ont pas de limites. Ouais. Nous autres, on va en avoir des limites, on va stopper par nous autres mêmes. Puis les terres, là, il va en avoir des jeunes qui vont pouvoir s'installer. Mais à matin, je suis obligé de mettre le prix pour me battre contre le spéculateur quand je suis proche d'une ville qui cherche à prendre expansion. Puis je vais vous en donner un scoop là, que je ne serais pas supposé de sortir. Là. On est Mais là la- pour ça. mais la Ville de Québec a tenté, ce printemps, de faire dézoner les terres agricoles autour des terres des Sœurs de la Charité. Il reste des terres agricoles là, puis ils ont tenté de faire sortir du zonage agricole. Ça, c'est de source sûre. C'était une source sûre parce que ça a passé. S'il y a eu un comité consultatif agricole, puis il y a... on l'a su comme ça parce que nous, on intervient sur le comité consultatif. Puis ça allait avorter là. Mais la Ville de Québec, avec M. Marchand qui se dit qu'il veut protéger l'agriculture, ont essayé de dézoner les terres autour des terres des Sœurs de la Charité. OK. Je veux parler du rôle de l'Union des producteurs agricoles parce que tu as dit, bon, vous avez été, entre autres, consulté dans le comité consultatif. Tu me disais, c'est au-delà d'un simple syndicat, l'Union des producteurs agricoles. Peux-tu nous en parler davantage? Puis aussi le fait que vous avez... vous êtes sorti dans les médias de nombreuses reprises pour déplorer les nombreuses situations dont vous faites face. Mais on dirait que le message ne se rend pas, ou du moins, est-ce que votre pouvoir est limité quand même aussi d'une certaine façon? Notre pouvoir il est limité d'une certaine façon, mais il est quand même très fort, notre pouvoir. Première des choses, moi, j'aime pas dire un syndicat, là, mais on peut le dire. L'UPA, c'est une forme de syndicat, on va dire. L'UPA, c'est financé uniquement par les cotisations de ses membres. On a des plans conjoints, on a des prélevés, on paye. Moi, je suis producteur de bœuf, puis à chaque
tête de bœuf mise en marché. Il y a une petite partie qui s'en va à mon plan conjoint, puis du plan conjoint, ça s'en va à l'organisation UPA, plus une cotisation syndicale que je paye de 450$ par année. Là, on est en train d'essayer de modifier ça un peu en fonction de la grosseur des fermes, parce qu'au Québec, là, 48% des producteurs agricoles, c'est des fermes de petite taille. 100 000 de revenus agricoles et moins. Fait que c'est pas beaucoup, là. Non. C'est des petites dans le fermes. contexte. Dans le contexte, c'est pas des gros chiffres d'affaires. Fait que là, on tente de revoir notre plan de financement où les plus grandes entreprises vont payer un peu plus cher, puis les plus petits vont payer un peu moins cher pour être capable de garder notre modèle. Puis comme je vous disais, c'est financé 100% par les cotisations. On n'a pas de gouvernement qui nous envoie d'argent. C'est vraiment payé par nos services qu'on se paye, puis nos travaux qu'on fait, puis les subventions qu'on va chercher pour monter un dossier, puis qu'il reste un peu un 15% d'administration pour aider à payer notre personnel, des affaires. Tu sais, c'est une organisation 100% autonome. Tu dis, on semble pas avoir d'écoute. On est quand même une organisation qui est très, très forte parce que on a des aménagistes, on a un bureau d'avocats. À nous autres, les UPA avocats, on a nos aménagistes, on a du monde en environnement, on a du monde... On a des spécialistes dans tous les secteurs qui nous touchent. Puis, on gagne quand même des dossiers. Tu sais, on voit souvent là, des demandes de dézonage qu'on va débattre, puis on va expliquer, on aide les producteurs à ce qu'ils ne soient pas expropriés pour faire une sortie de route ou ben donc on passe notre temps à se battre. Puis on a quand même un bon pouvoir parce qu'on a du monde qui sont très, très connaissants. On a un bon bureau d'avocats, on a des bons aménagistes, on a du bon personnel, fait qu'on en fait des combats. Mais le principal combat, c'est de faire reconnaître l'agriculture à son juste à sa juste valeur. Juste au gouvernement, au public. Mais au public, ça s'en vient. Ouais. Moi, je trouve que le public, l'opinion commence à changer du public. Il y a encore des gens comme Charles Bois qui tentent, puis Éric Duhem qui tente de dire au public qu'on n'est pas bon et que l'agriculture doit changer. C'est pas juste pas bon, mais même dans l'esprit où entrepreneurial, les gens se disent un agriculteur, c'est pas fait pour gagner des millions de dollars, il est là pour nous nourrir, puis il doit... Mais à un moment donné, là, c'est bien beau, on veut comprendre qu'on n'est pas là pour gagner des millions, mais il faut toujours bien vivre. C'est bien beau, là, la passion, là, mais la passion, ça n'emmène pas de manger là, sur la table. Là. Si tu nourris les autres, puis toi, tu n'es pas capable de te nourrir toi-même, puis de payer ton compte d'électricité, là, c'est un problème. Le sens-tu, cette vision-là, un peu sur le Oui, oui, ça. Je pense qu'il y a même un conseiller politique qui a déjà dit, regardez l'agriculteur avec son camion, là, 150. Oui, dans une rencontre avec ma bonne amie Karianne Bourassa, son conseiller politique m'avait dit ouais, mais lui, gars, il a un camion de 100 000 $, puis il se lamente qu'il ne fait pas d'argent, mais c'est parce que son camion, là, c'est pour transporter sa moulée qui produit sur ses sites. Là, au lieu d'engager un 10 roues, parce que ça lui coûte trop cher, mais il y a son camion avec sa remorque, puis il traîne sa moulée pour mettre dans ses silos pour nourrir son bétail. Là. Tu sais, c'est grave quand on met. Ça fait très Québec, hein, né pour un petit pain, l'agriculture, bon, eux, ils doivent... Mais tu sais, puis c'est un peu ça, tantôt... on en parlait avant d'entrer en onde ou pendant qu'on est en onde, la santé psychologique, là, ben, c'est un peu ça le problème, c'est que tu gagnes tellement pas d'argent que tu n'as pas le moyen de te prendre de vacances, tu peux pas te payer quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas maintenir ça à bout de bras tout le temps, sans arrêt, sans t'épuiser. Puis là, ça, c'est juste le travail. Là. Si tu commences, ça va pas bien, ben là, c'est ton conseiller financier qui t'appelle, ben là, c'est à la banque, c'est à la caisse, ben là, tu n'as pas fait ton paiement, puis là, quand est-ce que tu vas le faire? C'est tout qui embarque. Là. Puis là, quand tu commences à être stressé, ben là, ta conjointe, ben là, t'as encore pris l'argent de la famille pour... on se t'aimait un petit bas de laine dans le cas où pour les cadeaux des enfants, mais là, t'as trouvé de le prendre pour acheter des pièces de tracteur, puis on les entend toutes, les histoires. Je vous le dis, là. Moi, j'essaie pas de dire que je fais pitié. Je dis qu'il y a du monde qui font pitié. Il y a du monde que c'est... Ils veulent s'en sortir, mais c'est coup dur par-dessus coup dur, puis c'est une claque, puis un autre claque, puis... Fait que ça vient que... Tu sais... Faut que l'agriculture se fasse vivre. Mais pour ça, puis tu sais, moi, je suis pas là pour dire non plus, on va avoir de l'argent à tout prix, gratis, sans rien. Mais allez voir aux États-Unis, il y a le Farm Bill américain, ce qui donne aux agriculteurs. Juste en Ontario, nos voisins. C'est nous autres qui est le plus gros producteur d'énergie au Canada, quasiment avec notre hydroélectricité. Puis les producteurs de l'Ontario, les producteurs en serre de l'Ontario payent les électricités moins chères que nous autres, on la paye au Québec. Les producteurs de serre du Québec
payent leurs électricité plus cher que les producteurs de serre de l'Ontario. Puis là, tantôt, on va voir faire du commerce interprovince. Ben justement, ils se sont rencontrés, le premier ministre, là, il y a quelques jours, justement, pour abaisser les barrières interprovinciales. Dans le contexte où on parle d'autosuffisance, mais aussi qu'on peut de moins en moins fier sur les États-Unis, est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui changent dans le milieu où on veut plus développer? On parle de commerce local, on parle de manger local. Est-ce que ça se ressent? Encore une fois, la gestion de l'offre prend tout son sens. Parce que, mec, les barrières tombent, il ne se produira pas plus puis moins de lait. Puis le producteur de lait de l'Ontario ne viendra pas compétitionner le producteur de lait du Québec parce qu'on produit en fonction de la consommation. Par contre, l'Ontario produisent pour 38 millions de chiffre d'affaires par semaine juste de légumes en serre pour l'exportation aux États-Unis. Par semaine. Je crois que c'est 38 millions le chiffre, juste là. Puis, à chaque semaine, il envoie pour 38 millions de denrées de fruits et légumes produites en serre aux États-Unis. Si la frontière ferme, là, ils vont aller où ces légumes-là? Ils vont s'en venir ici avec des fruits, avec de l'électricité qui coûte moins cher. C'est sûr que les producteurs en serre du Québec vont crever. Ils ne passeront pas à travers. Ah, c'est difficile, on veut moins de barrières, mais s'il n'y a plus de barrières pantoute, ben là, c'est ça va prendre le plus gros qui gagne. Ben, c'est ça, tu sais. Pour ça que je vous dis, la gestion de l'offre, là, vous venez d'avoir le plus beau modèle, là. Il n'y a pas de producteur de lait, il n'y a pas de producteur de volaille, il n'y a pas de producteur d'œufs puis de dindons qui va faire faillite parce qu'il va y avoir une surproduction, parce que le volume, il est contingenté en fonction de la consommation canadienne. Fait qu'ouvrez les frontières interprovinciales, il n'y a personne qui va en souffrir. C'est ça, la gestion de l'offre. Tu vois, c'est un autre bel exemple. Mais, tu sais, il y a des productions qui vont avoir de la misère. Puis après ça... Mais l'UPA, avez-vous une position claire là-dessus? Est-ce que vous êtes positionné? Bien, on s'est positionné, puis M. Caron siège sur le comité national là, avec le comité que M. Trudeau avait mis en place, là, puis qui continue. Là. M. Caron est le seul représentant de l'agriculture au Canada qui représente sur ce comité-là pour les négociations avec Trump. Puis ça fait partie des discussions. Mais là, ça va être qui le sacrifié? Là, on est... Je vous dirais qu'il est trop tôt pour dire ça va être qui, mais c'est préoccupant. Oui, il va falloir qu'on les ouvre nos frontières. Nous autres, on n'aura pas le choix parce qu'il va falloir qu'on ait une unité canadienne encore beaucoup plus forte que ce qu'on a là. Puis encore aussi, les patates du Nouveau-Brunswick puis de l'île du Prince-Édouard, s'ils sont plus capables de shipper les patates aux États-Unis parce que McCain, son gros marché était aux États-Unis, si, mettons, il arrive de quoi pour les frontières? Présentement, on ne le sent pas. Les États-Unis continuent de prendre les légumes, les affaires-là, tout ce qui touche l'agriculture. En tout cas, on n'a pas trop senti. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Trump va dire, belle valeur, mais vous n'ouvrez pas la gestion de l'offre, nous, vous ne faites pas rentrer notre lait, on ne prend plus vos légumes. Ça peut arriver, là. C'est un fusil chargé, ce gars-là, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va partir. Puis là, envoyer la récolte en Europe, au Mexique, il y en a qui... Ça commence à être compliqué, là, tu sais. Les coûts aussi. C'est des coûts. Ouais. C'est en train d'être regardé? Ben, je sais qu'en forêt, là, ils sont en train de revoir pour shipper l'aluminerie, puis la forêt sont en train de voir pour envoyer du bois puis de l'aluminium en Europe. C'est commencé, ça. T'sais, on voit là, ce qui se passe avec en Colombie-Britannique, là, avec le gaz naturel, puis tout ça, là, ils envoient des bateaux, là, du stock qui devait partir pour les États-Unis, qui s'en va en Asie. T'sais, on voit des changements de marché, là, mais il faut que tout ça se place aussi, là. Faut que tout ça prenne sa place, fait que c'est pas facile. 2025, le milieu de l'agriculture, si on résume, comparativement à 20 ans, puis on va être où dans 20 ans? Ouais, non, ça va être peut-être plus ça. Dans 20 ans, on va être où? Ouais. Si on reste avec le même modèle. Ben, non, le statu quo est impossible. Le statu quo, pour l'agriculture comme il est là, d'ici 20 ans, c'est impossible. On va l'emporter, notre agriculture. Ça ne peut pas rester de même. Il faut qu'il change des choses. Moi, comme je vous disais, il faut qu'on revienne à la base. Il faut qu'on revienne avec des abattoirs de proximité. Il faut qu'on revienne avec de l'achat local. Il faut qu'on recommence ce qui se faisait des années 70 puis 80. Il faut revenir à ça. On ne peut plus continuer comme ça à ne pas savoir d'où vient notre alimentation. Il faut revenir à la base. Ça se fait déjà. Vous avez vos marchés. Là. On a le grand marché de Québec. C'est tous nos maraîchers de la région. Tu y vas, tu t'en vas sur l'île d'Orléans, tu vas acheter tes pommes l'automne. Tu sais, on n'a pas tout perdu. On a gardé une certaine
façon de faire ou... Ben, l'enjeu est venu avec quand on a ouvert nos frontières, les barrières, l'ouverture sur le monde. Ça a eu du positif, mais ça a du négatif aussi sur nos entreprises locales. Mais je pense qu'il va falloir qu'on revienne à cette base-là. Puis comme je vous disais tantôt, ça va prendre des gouvernements visionnaires. Ça va prendre des gouvernements... Tu sais, moi tantôt, je vous le disais, là, la Montérégie, là, ils ont un petit peu de misère avec l'eau. Tu sais, ça commence. C'est plus chaud, puis ils ont un petit peu plus de misère avec l'eau. Moi, je viens de la Côte-Nord, puis on vient de regagner dans 30 ans 8 semaines de saison végétative. Moi, je pense que tantôt, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord... On regarde plus nos régions éloignées. Ben oui, ça va devenir des... Moi, je pense que c'est le futur de l'agriculture. Pas là, mais tu parles... Si j'ai pris 8 semaines dans 30 ans, là, puis ça va beaucoup plus vite, les changements climatiques-là, que ça allait... Mettons, 90, ça n'a pas été aussi vite que 2010 à 2020. 2010 à 2020, c'est extrême comment ça change vite, puis qu'on veut changer ça. Mais peut-être que ça va être encore plus vite. Peut-être que dans 20 ans, là, ça va être nous autres qui vont en faire du maïs pour nourrir le Québec, sur la Côte-Nord puis en Gaspésie. Si on garde nos terres. Parce si on regarde ce qui se fait si c'est encore plus chaud aux États-Unis, les valeurs des terres au Québec vont exploser. Il y en a qui vont s'en venir. Ben, c'est ça. Puis soyez pas inquiètes, là. Il va toujours avoir quelqu'un pour venir profiter du système. Il va toujours avoir quelqu'un pour venir profiter du système. C'est pour ça que je dis, dans la vision, il faut faire en sorte qu'on protège notre territoire, puis que, tu sais, une famille d'agriculteurs qui vit bien, là, il va être intéressé de mettre ses enfants, puis d'intéresser ses enfants à lui passer à la ferme, puis à bien les implanter. Mais l'agriculture... Moi, j'ai des pères de famille, là, qui m'ont dit, justement pendant la manifestation, dans ces années-là, 2024, là, penses-tu que je vais encourager mon enfant à l'école d'agriculture pour que j'y passe le problème? Non. Ça va s'arrêter. Moi, il me reste 10 ans, là. Puis Flo, je l'ai envoyé étudier d'autres choses. Flo pleure, là. Papa, je vais à terre, papa, je vais à terre, papa, je vais à terre. Là, non, tu ne l'auras pas à terre. Je te transférerai pas à misère. Je vais à démanteler, puis tu ramasseras l'usufruit quand je mourrai, tu ramasseras l'argent qui reste. That's it. Tu ne l'auras pas à terre. Je te mettrai pas dans la misère. Quand tu as des réflexions comme ça, là, je m'excuse, là, mais c'est parce qu'on a un problème. Puis moi, je ne juge pas l'agriculteur qui pense de même. Parce que c'est vraiment le cas. Il y a des bouts, là. Même moi, il y a des bouts, je me dis, moi, j'ai rebâti en 2020. Moi, j'avais passé au feu. J'ai reconstruit l'étape neuve en 2020. Puis je te cacherai pas, je suis pas découragé. Puis mais il y a des matins, je me dis, puis excusez, là, je vais le dire, le gros mot que je vais mettre dans la tête, mais je me dis, Chris, pourquoi j'ai été faire l'erreur de rebâtir? J'aurais été bien, là, continuer ce que je faisais là, juste faire du grain, des céréales, puis du foin, puis de vendre ça, puis me rembarquer des animaux. Mais 5 minutes après, c'était oublié, puis parce que j'adore les animaux, tu sais, je suis quelqu'un qui carbure à ça. Il n'y a personne qui n'a pas cette flamme-là, puis cette passion-là comme moi, là. Il va à l'Espagne. Il va dire, Chris, que je suis fou. Il m'a laissé les assurances à ma famille, puis that's it, ça va finir, là. Parce qu'il y a des matins, là, c'est pas rose, là. Il y a des matins que c'est pas rose. Mais c'est ça. Moi, je dis pas que j'ai pensé à me suicider, c'est pas ça que je dis, mais sauf que moi, je les entends toutes. Comme président de fédération, les discours, je les entends tous. Ah, puis il y a des agriculteurs pendant MLF on avait en entrevue, puis ça sortait, là. Ah oui. On voit tellement ça de loin, nous. On entend, on voit des agriculteurs justement parler de leur situation. On se dit, bon, à l'épicerie, il y a les œufs, il y a le lait, mais c'est le milieu en tant que tel qui est en train de changer. Moi, pendant la crise de la vache folle en 2003, on avait manifesté juste à Côte-Nord, puis écoute, je revendique depuis quand même plusieurs années, là. Je suis dans le milieu de ça depuis plusieurs années, puis on avait fait pas un défilé de tracteurs, là, mais une manifestation en tracteur sur la route 138, puis on avait été barré l'accès au traversier à Tadoussac. Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. On avait été barré à Tadoussac, puis il y avait arrivé un auto, puis là, les journalistes sont là, puis les agriculteurs voient tout avec nos tracteurs, puis là, il n'y a plus de traversée qui se fait parce que là, on manifeste devant le bateau. Puis là, il arrive une madame, puis elle est en beau joie le vert. Mais vraiment, là, bien choquée, puis elle nous chante des bêtises. Puis là, le journaliste part, puis il va voir la dame. Puis là, madame, pouvez-vous... pourquoi vous êtes choqué comme ça? Là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis choqué après que vous... Non, les mots des agriculteurs, puis on n'a pas besoin d'eux autres. Puis c'était moi qui étais à la tête de la manifestation. Fait que là, je m'approche de la dame, puis j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'agriculteurs, vous autres, vous, madame. J'ai dit, pour vous, là, on n'est pas important, là. Non,
Oui, mais j'ai dit, votre lait, là, votre café, le matin. Ben, dis-moi, elle dit, quand je veux du lait, là, elle dit, je vais au dépanneur, elle dit, puis je l'achète, mon lait. Elle dit, j'ai pas besoin de vous autres pour avoir du lait. Fait que là, j'avais dit, ouais. J'avais dit. C'est pas drôle, là. J'avais dit, est-ce que j'argumente avec demain? Elle m'a dit, finalement, j'ai dit, c'est correct, madame, vous avez raison, je disais pas moi, nous autres. Je suis reparti, mais tu sais, il y a des gens, c'est pas là, 30 ans, là, c'est en 2003, en pleine crise de la vache folle. Une vache retrouvée dans l'abattoir infectée, puis ça avait scrappé l'économie animale, bovine, pour 3-4 ans. On a eu répercussion de ça pendant 4 ans. On a beaucoup de fermes qui ont fermé. En 2003, on devait produire à peu près 200 000 bouvillons par année au Québec. Puis là, on en fait à peine 53 000. Ah oui. Ouais. Ça n'arrête pas, le cheptel de bœuf n'arrête pas de baisser. Justement parce que le prix n'est pas là, puis les programmes qui répondent de sécurité du revenu qui répondent pas toujours. Puis, fait que, gars, je vais vous donner le plus bel exemple. Dans notre ASRA, il y a un item qui s'appelle le salaire de l'ouvrier agricole. ASRA étant... Assurance Sécurité du revenu agricole. OK, c'est votre assurance, justement, que peu importe ce qui se passe. C'est ça. Okay. Puis dans notre ASRA, le coût de production, le salaire de l'ouvrier agricole n'est pas pris en compte. Ça veut dire que moi, il faut que je travaille sur la ferme et gratis. L'ouvrier spécialisé, là, il n'est pas pris en compte. Vous êtes des entrepreneurs. Ouais. Puis ils prennent pas en bénévoles. compte. Ouais, bénévoles. Des entrepreneurs bénévoles, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Puis c'est un peu ça qui tue l'agriculture aujourd'hui dans nos relèves. C'est la statistique, je ne l'ai pas. C'est dommage, j'aurais dû l'amener. Ça aurait été important de le partager avec les gens qui nous écoutent, mais le nombre de jeunes agriculteurs qui sont obligés de maintenir 1 puis 2 emplois en plus de la ferme. Il y a une statistique là-dessus, on le sait, dans la relève agricole, là, combien est-ce qu'il y en a. Là. Puis je trouve ça dommage, j'aurais pu l'amener, mais c'est faramineux de voir le nombre de jeunes agriculteurs qui sont obligés de maintenir 1 puis 2 emplois en plus du travail à la ferme. Quand tu parlais de folie, c'est ça. C'est un peu ça. Ça en a un type de folie. Là. Ben, merci beaucoup, Yves Lancel. Je pense qu'on aurait pu encore parler d'agriculture pendant des heures. Surtout avec toi. Mais je trouve ça bien d'avoir pu faire le point justement de la réalité, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais tellement en surface, puis là, de comprendre vraiment, OK, si on n'agit pas tout de suite, les prochaines années, on va se rendre compte des répercussions, ça sera pas trop long. On va se rendre compte des répercussions, mais tu sais, en terminant, là, je ne veux pas rester sur une note négative. L'agriculture, c'est quand même beau, là. C'est quand même beau parce qu'on travaille avec du vivant. On travaille avec la nature, on travaille avec du vivant, puis on exerce quand même un métier où on est pas 100% en contrôle de ce qu'on veut, mais on est 100% gestionnaire de ce qu'on va faire. Moi, demain matin, là, même si le gouvernement viendrait me dire, là, tu vas faucher à telle date, non. Je vais faucher quand la nature va m'avoir rendu à l'étape que j'en ai de besoin. Je vais récolter. Ouais, tu vas me récolter ça? Non. Je vais récolter quand la nature va avoir mis le chou, les carottes, les patates à la maturité où se doivent d'être récoltés. C'est ça. Ça, pour moi, c'est un. C'est le bout qu'on ne pourra jamais vous enlever. Là. C'est le bout qu'on ne pourra jamais nous enlever. Le travail avec la nature, tu sais, moi, j'ai travaillé dans un bureau, je sais c'est quoi, tu sais, j'en ai fait du travail de bureau. J'ai travaillé à la ville chez nous pendant plusieurs années. J'aurais fait une dépression. Moi, j'aurais fait plusieurs dépressions, on va passer ma vie renfermé dans un bureau. Moi, là, avec le tempérament que j'ai toujours dit que l'agriculture, le petit peu de temps que j'ai travaillé dans un bureau, ben, j'ai toujours dit que moi, ce qui m'empêchait de faire une dépression et de tuer du monde, c'est le fait que je revenais sur la ferme le soir, puis les week-ends, puis que je travaillais sur la ferme. C'était mon exutoire. Toute ma pression sortait. Pas à battre. C'était pas à battre les animaux, pas à me défouler. Là. Au contraire, c'est qu'il y avait une sérénité. Il y avait une sérénité là qui fait en sorte que ça me faisait oublier tout ce qu'il y avait en arrière. Parce que j'aurais pas pu me passer ma vie dans un bureau. Non, écoute, j'aurais fait une dépression par-dessus dépression. J'étais une boule de frustration. Même. 1 heure ici, c'est parfait? C'est parfait. Excellent. C'est parfait, ça. Merci beaucoup pour ton temps, très apprécié. Ça fait plaisir.